Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Bonjour et bienvenue à la journée de lancement Artec 2020. Alors Artec, c'est un programme de formation gratuite et orienté vers les nouvelles technologies, destiné prioritairement aux travailleurs ICC, vous l'avez bien compris. Alors bonjour à tous et merci de votre participation. Je suis donc Vanessa Méné, votre assistante petite voix pour toute la durée de cette journée ensemble et de ces webinaires consacrés donc au lancement de notre programme de formation. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir vous présenter nos 3 speakers, 3 ambassadeurs du programme Artec qui va vous permettre d'avoir des thématiques sous le signe de la technologie, la créativité, l'art, l'émotion. Voilà, donc je vous invite, chers participants, à ouvrir le chat qui se trouve sur l'option de cette plateforme et Mediazone, afin de vous inviter à notifier votre présence. Alors, en fait, il faut savoir que ce programme est offert par Technocité, mais financé par le Fonds social européen. Donc, je vous invite à notifier dans le chat votre présence, donc simplement votre nom, prénom, ainsi que présent, présente suffira. Alors j'en profite pour remercier tous nos partenaires du programme, à savoir la Fédération Wallonie-Bruxelles, le pôle muséal de la ville de Mons, également Muséum Lab, la Fabrique de théâtre aussi, et alors les partenaires sur Tournai, à savoir donc l'Office du tourisme de Tournai et notre gros partenaire, à savoir l'e-campus. Car grâce à eux, ce programme de formation se déroule à Mons, mais également à Tournai. Alors vous pouvez voir sur l'écran que quelques visuels passent parce que, en fait, ce premier webinaire sera consacré au storytelling. Et donc, j'ai l'honneur de vous présenter notre premier invité du jour, Paul Vaca. Alors, Paul Vaca, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup pour ta collaboration aujourd'hui. Merci. Alors voilà, donc Paul, on a déjà commencé en fait ensemble les formations storytelling parce que nous avons donc fait des afterwork la semaine passée. Vous avez pu commencer donc ce programme aussi en afterwork la semaine dernière et c'était donc à la Coguestos. C'est pour ça que vous voyez des visuels passer sur votre écran pour l'instant pour vous montrer un petit peu l'ambiance, voilà, des formations que nous proposons dans ce programme. Et alors Paul, j'imagine que l'ambiance était créative, solidaire. Comment tu peux un petit peu expliquer ce lancement de cette année? Oui, écoute, à la fois studieuse et détendue, quoi, en fait, et très créative aussi. L'idée, c'est évidemment de profiter de ces moments-là pour développer sa créativité et son travail autour de la narration, quoi, en fait, Super Paul, un grand merci. C'est vrai que voilà, ici on était dans la Coguestos, donc je remercie encore et j'en profite pour remercier Françoise et François qui nous ont accueillis voilà, de manière très chaleureuse et c'est vrai que cet endroit étant très original, on a pu susciter une intelligence collective, Paul, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Voilà, alors j'imagine que les participants ont eu l'occasion, pendant que nous introduisions ce webinaire, de notifier leur présence dans le chat. Je me permets aussi de le rappeler. Et alors, chers participants, sachez également que ce chat est notre outil d'interactivité ensemble. Ce qui fait que à la fin de la présentation de ce premier webinaire consacré au storytelling, vous pourrez également commenter ou poser des questions grâce à ce chat. Et je me ferai un plaisir de pouvoir les citer oralement, pour pouvoir poser donc vos questions auprès de Paul Vaca dès la fin de sa présentation. Alors Paul, oui. On va peut-être tout doucement rentrer dans le vif du sujet, du storytelling, mais peut-être avant ça, nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc moi, je peux te résumer en disant que tu es éditorialiste, romancier, également journaliste, notamment aux Trends Tendance, mais voilà, je pense que ce serait peut-être mieux que tu expliques toi aussi un petit peu le parcours professionnel. Oui, tout à fait. Alors, je suis pas journaliste, juste pour la précision, Vanessa, c'est éditorialiste, c'est-à-dire j'ai un édito toutes les semaines, donc dans le magazine Trends Tendance, pour ceux qui connaissent. Alors effectivement, j'ai d'abord eu un parcours dans la publicité, donc j'ai travaillé
autour des mots et surtout des concepts. J'étais planeur stratégique pendant un moment, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui concernait les stratégies de communication, les mises en place de stratégies, à la fois sous l'angle sociologique, sous l'angle mythologique aussi, et sous l'angle sémiologique. Donc ça, c'était un petit peu le parcours que j'ai eu pendant un moment. Et ensuite, j'ai glissé, je suis parti vers ce qui était le storytelling, la narration en fait, d'abord comme scénariste et puis ensuite comme romancier. Alors j'ai amené quelques livres que j'ai pu commettre. Donc là c'était mon premier roman qui s'appelait La petite cloche au son grêle, qui est au livre de poche. Ensuite là qui parle d'une histoire autour d'un enfant qui découvre Proust et ça va changer toute sa vie, celle de sa famille et celle de son village. Ça c'était sorti en 2008, donc ensuite j'ai écrit un livre qui s'appelle aussi toujours au livre de poche, qui s'appelle Le monde de Tom Leclerc, donc qui est autour d'un enfant des années, alors là aussi c'est autour de l'enfance dans les années 60, qui est un enfant différent, donc en fait qui est aspergé, mais à l'époque c'était pas du tout diagnostiqué, donc personne ne le sait, mais qui en fait sa différence il la sent à travers les super-héros qu'il est en train de découvrir, et pour lui il a l'impression, c'est pour ça que c'est un gamin qui s'appelle Thomas Leclerc, et donc lui pense qu'il est Tom Leclerc et va essayer de changer le monde tout autour de lui, ses parents qui sont en train de divorcer, mais au-delà il va y avoir un tas de choses qu'il va essayer de transformer. Donc ça c'est un petit peu un hymne à la différence. Et puis j'ai eu l'occasion d'écrire aussi récemment des essais aussi, parce que j'aime bien à la fois alterner entre le récit et puis l'essai. Donc ça c'est un essai qui est sorti chez Robert Laffont l'année dernière autour de Michel Houellebecq, qui s'appelle Michel Houellebecq, phénomène littéraire, donc qui est pas une biographie, qui est vraiment, ça c'était l'objet de la collection qui s'appelle Nouvelle Mythologie, qui est faite par Mazarine Pinjot et Sophie Norman chez Lafon. L'idée c'est vraiment de décrypter le phénomène lui-même, en quoi c'est un phénomène littéraire, en quoi il est une figure de l'écrivain, et il incarne l'écrivain au XXIe siècle. Ça c'était un petit peu la gageure de ce livre. Et mon tout dernier, qui est sorti juste avant le confinement, et qui s'appelle Les Vertus de la bêtise, où je fais un éloge en fait de la bêtise face à un monde qui est toujours de plus en plus intelligent artificiellement, disons. C'est presque un éloge de la bêtise naturelle face à l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon parcours, dans l'écriture. Et comme tu le disais, Vanessa, j'ai aussi toutes les semaines donc une tribune libre, un édito libre dans Trends Tendance, où je traite alors là généralement des problèmes de culture au sens large, c'est-à-dire mais qui ont toujours un petit peu un lien. De toute façon, c'est un peu inévitable avec la technologie, puisqu'aujourd'hui, on est environné, on est dans un environnement de technologie, et que c'est devenu notre environnement non plus virtuel mais réel, Donc l'idée c'est je traite un petit peu toutes ces questions. La dernière, celle de cette semaine, c'est plutôt sur la question de l'Europe justement et du storytelling, le manque de storytelling de l'Europe, qui a du mal à incarner ses valeurs face aux autres continents que sont les États-Unis et notamment la Chine. Mais pourquoi nous on a ce déficit presque un petit peu génétique depuis la naissance de l'Europe, où on est toujours dans des logiques plutôt abstraite, où on essaye de faire qu'il n'y ait aucune aspérité. Et là, c'est à travers une note de Giuliano da Empoli qui est sortie cette semaine et qui est autour justement de l'Europe. Donc voilà, c'était autour du storytelling cette semaine. Voilà, et donc ça me permet d'être aussi à chaque fois un peu dans l'actualité, d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe et toutes les transformations qu'on peut vivre. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ce résumé. Quel beau parcours, quelle belle expertise. Voilà, je suis très fière de pouvoir t'avoir comme premier speaker aujourd'hui ensemble, et également comme formateur, donc pour notre thématique storytelling, et également concept de manifeste. Je tiens à insister sur le mot. Il est peut-être un peu moins connu. On aura justement l'occasion de pouvoir aussi, faire comprendre aux participants le lien, parce que ce sont deux outils puissants, je pense, pour mieux communiquer, surtout comme tu l'as précisé, à l'ère numérique, digitale, connectée.
Et voilà, je te remercie et je vais te laisser la main pour présenter cette thématique. Et je propose déjà aux participants de vous inscrire aux ateliers en présentiel qui auront lieu les 5 et 6 octobre prochains à Mons et également les 12 et 13 octobre prochains à Tournai. Merci Paul. Merci Vanessa. Voilà, donc écoutez, oui, voilà, l'idée aujourd'hui, comme Vanessa l'a exprimé, c'est de vous présenter, donc il s'agit effectivement de 2 journées, donc une qui est appelée storytelling, et bon, on verra en quoi ça concerne l'écriture, donc c'est plutôt un workshop, une logique de workshop, et le deuxième aussi, c'est un workshop, mais autour du manifeste, alors de cet outil, plus même que le concept, c'est l'outil, puisqu'on travaillera vraiment sur l'outil même du manifeste, et qui évidemment a des résonances, on va le voir dans le milieu des industries culturelles et créatives, parce que c'est un outil vraiment originellement qui correspond à ça. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais vous donner un petit peu le cadre, le contexte dans lequel se fait la première journée, c'est-à-dire storytelling, et ensuite on passera voilà, au manifeste et à l'outil du manifeste et comment le faire, quels sont ses enjeux et comment l'utiliser. Alors concernant le storytelling, donc ça sera sur une journée. Je raconterai ensuite après un peu le programme, le déroulé, la manière dont ça se fait. Mais d'abord pour planter le décor, il me semble qu'il est important d'abord de définir un peu ce qu'est le storytelling. Alors c'est compliqué parce que évidemment c'est une notion qui est extrêmement galvaudée aujourd'hui, qui est extrêmement à la mode aussi, il faut le dire. C'est toujours pareil, c'est quelque chose qui est devenu très utilisé et qu'on utilise peut-être, alors comme toujours quand c'est à la mode, un peu en dehors de son champ de légitimité en gros. L'idée c'est que en fait, il me semble que il y a un petit malentendu sur le storytelling qui est que finalement il faut le ramener à ce qu'il est originellement, c'est-à-dire storytelling, et c'est dans ce sens-là moi que je le prends, c'est dans la langue originelle, c'est-à-dire l'anglais. Le storytelling, ça désigne simplement et de façon concrète l'activité sociale et culturelle qui consiste à raconter et à partager des histoires. Tel que nous le faisons aujourd'hui, alors depuis les cavernes, depuis qu'on racontait des histoires au coin du bois, du feu, autour du feu, ou dans la grotte, peu importe, mais jusqu'à Netflix en fait. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, le storytelling, avant toute chose, c'est cette capacité de raconter des histoires. C'est ce que ça dit d'un point de vue, étymologique. Mais aujourd'hui, évidemment, le terme a glissé, donc c'est un terme anglais qui a glissé en français, et il s'est transformé comme une discipline, on voit toujours derrière ça une sorte de discipline à des fins de communication publicitaire et un peu politique, et politique notamment. Ça a été beaucoup utilisé par les politiques, et c'est vrai que du coup, on l'utilise souvent comme une sorte de capacité un peu chamanique, un peu magique, qui serait que voilà, le storytelling c'est quelque chose comme a pu être la publicité dans les années 70 lorsqu'on parlait par exemple de messages subliminaux ou de choses comme ça, où on disait que la publicité avait un rôle extrêmement puissant pour changer la tête des gens. Aujourd'hui, c'est le storytelling qui a pris la place, et aujourd'hui on dit voilà, avec un storytelling, en gros, on peut tout emballer. Donc l'idée, c'est surtout avec un côté négatif, qui est toujours celui qui est de la propagande, de manipulation, de transformation de la réalité, parce que souvent voilà, c'est devenu dans le contexte actuel, c'est devenu un peu une sorte de marquage en disant voilà, c'est du storytelling, ça veut dire que c'est pas vrai. Et on va voir que cette notion de storytelling qui s'oppose à la réalité est assez malvenue en fait. Alors en positif, il y a évidemment aussi cette notion d'émotion. Ça, on verra que ça transporte l'émotion. Donc c'est dans ce sens-là aussi que c'est vu comme quelque chose qui a un pouvoir un peu magique, un peu sorcier. Et l'idée, c'est que je crois qu'en fait, on n'est ni dans le totalement magique, ni dans le complètement mécanique. On est un peu entre les deux. Moi, je dirais qu'on est un peu dans une sorte moi, je préfère parler
peu d'artisanat en fait, un peu d'art du récit en fait, hein, et je préfère parler de narration en fait. Voilà, pour être plus clair, le terme storytelling souvent, bon, il est effectivement, et c'est un terme chapeau qui permet d'être compris assez rapidement, mais j'aime bien lui substituer plutôt celui de récit ou de narration qui dit bien le travail qu'on va faire. Parce qu'en fait, on a quelque chose, bon, c'est vrai, il y a quelque chose de magique dans l'art du récit qui est à la fois celui de capter l'attention, celui d'émouvoir, de transporter les émotions, et donc émotion qui veut dire aussi bien pleurer, faire rire, faire peur, mais aussi ouvrir à d'autres mondes, hein. C'est-à-dire que le storytelling ça encapsule un peu, comme on dit, ces capacités, hein, c'est-à-dire de capter l'attention, d'émouvoir et d'ouvrir vers d'autres mondes. Et ça, c'est souvent ce qu'on appelle, même dans le cinéma, on parle du premier effet spécial. Le premier effet spécial, c'est l'émotion en fait, hein. C'est celui qui vraiment transporte les spectateurs. Et en même temps, alors il y a un côté magique évidemment, mais en même temps, on voit que c'est une pratique qui existe depuis très très longtemps, qui existe depuis, comme je l'ai dit, depuis le début des temps. On ne sait pas d'ailleurs dire quand est-ce que le premier récit a eu lieu. Et l'idée, c'est que aussi tout le monde c'est raconter des histoires. C'est-à-dire qu'en fait aussi, c'est quelque chose qu'on a tous en soi. Et là, j'aime bien citer souvent Picasso par rapport à ça, qui dit « J'ai mis toute ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant ». Et bien là, c'est pareil. Je pense que tout le monde naît avec une capacité à raconter des histoires, mais ensuite, on la perd plus ou moins. C'est-à-dire certains continuent à faire travailler ce muscle, et puis d'autres, finalement, gagnés un peu par la rationalité ou par son boulot, perdent un peu cette notion-là. Mais on se rend compte que finalement, tout le monde... Tout le monde a en soi cette capacité de raconter des histoires. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire justement dans cette journée-là. C'est ce que j'appelle le saut narratif. C'est de donner l'impulsion, comment passer dans un mode narratif, qu'on va voir qui est différent du mode, par exemple, rhétorique. Alors, c'est évidemment aussi une discipline, parce qu'on a parlé de l'aspect magique, mais il y a évidemment, alors ça, on en parlera, je vous donnerai aussi une bibliographie, il y a énormément, ou même des webinars ou des tutos sur Internet, il y a énormément de moyens d'apprendre cette technique qui est assez sophistiquée, hein, mais ça depuis Aristote en fait, hein, depuis la poétique, où justement il a posé les premières bases de ce qu'on appelle la dramaturgie et l'art narratif, et du coup c'est devenu une technique qui aujourd'hui est devenue de plus en plus sophistiquée, avec évidemment des termes très très techniques, et au fur et à mesure avec tout l'aspect des séries, des blockbusters et ainsi de suite, est devenu extrêmement des machines extrêmement huilées. Voilà, donc il y a un côté magique, mais il y a aussi un côté artisanal, technique, et c'est un peu le mélange des deux qui fait justement le storytelling et l'art du récit. Mais en tout cas, alors moi c'est une de mes convictions, c'est qu'en tout cas l'idée c'est qu'il ne faut pas confondre, comme on disait tout à l'heure, le storytelling avec un art de la manipulation. Parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que on pense que le storytelling est là pour travestir la réalité, alors qu'en fait c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait le récit est là depuis le début de l'humanité, en fait, non pas pour travestir la réalité, a priori, mais plutôt au contraire pour la révéler. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, le récit est devenu la clé d'accès au réel. Notamment, si on prend l'exemple type, c'est la mythologie. La mythologie, à l'époque, les grands mythes fondateurs sont finalement nés de ce besoin d'explication. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait la foudre, on n'arrivait pas à comprendre dans les comportements humains ce qu'il pouvait y avoir. Donc on l'a modélisé un peu dans des histoires. Et c'est là où on a inventé aussi des personnages qui portent ça. La foudre, c'est Zeus. La mer, c'est Poséidon. Donc l'idée, c'était d'avoir, ou Neptune, hein, suivant si on est latin ou grec. Et l'idée, c'est que justement, le récit était là pour expliquer des phénomènes inexplicables. Et si on regarde bien, le récit a toujours existé parce que voilà, c'est le prisme à travers lequel on regarde le monde. Alors, petite parenthèse, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a d'un côté les faits, et de l'autre côté le récit. C'est souvent ce qu'on raconte avec les faits, avec un aspect brut. Mais le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de séparer les deux. Tout fait a un regard et tout fait constitue un récit. Et même nous,
généralement, et on le voit pour les rumeurs, par exemple des fonctions comme les rumeurs ou les fake news notamment, c'est quand on manque de certains éléments que tout d'un coup, c'est nous qui traçons le récit. Entre deux éléments incompréhensibles, on trace un récit. Le complot, c'est ça, c'est aussi une faculté de créer du récit là où il n'y a pas obligatoirement d'explication. Et on essaye de trouver une sorte de, finalement, de rationalité. Ça peut paraître bizarre, mais la narration donne une rationalité à ce qu'on voit autour de nous. Sinon, ça resterait complètement incompréhensible. Donc voilà, ça c'est pour montrer que c'est pas opposé à le récit n'est pas opposé au réel, et c'est ça qui est très très important. Et c'est dans ce sens-là que c'est pas un outil de manipulation, au sens où on peut l'entendre aussi, parce que contrairement à la propagande, justement, qui lui n'est pas un récit, lui il pose des grands concepts et il les assène, ce qu'il y a dans l'art du récit, ce qu'il y a de très très particulier, c'est qu'il nécessite la participation active de la personne, alors que ce soit un spectateur, que ce soit un lecteur, que ce soit un auditeur, il est obligé d'être dans la participation. Et on voit très bien qu'une histoire, on le voit, mais même quand on raconte une blague, je veux dire, sans interaction, il n'y a aucune histoire. Donc c'est un art ou un artisanat, disons, interactif par essence. C'est-à-dire que on est obligé, et ça, par exemple, on aura l'occasion de le voir, je vous montrerai pendant la journée, je montre aussi, par exemple, un extrait où on voit comment travaille Hitchcock et que finalement, il part toujours de ce qui existe chez le spectateur pour construire son histoire. C'est-à-dire, c'est une sorte de pas de deux, en fait, et c'est pareil pour un roman. En fait, le roman, on essaye aussi de se mettre à la place toujours du lecteur, un lecteur idéal, hein, c'est pas le lecteur X ou Y, mais c'est le lecteur en tant que quelqu'un qui va permettre le dialogue, en fait. Et donc c'est toujours un art de la négociation, le récit, c'est-à-dire la crédibilité, c'est quelque chose pareil qui ne s'assène pas et qui doit se prouver. Et ça, on verra des exemples. Il y a des exemples de choses qui sont absolument pas crédibles. Pourquoi on croit certaines choses et on n'en croit pas d'autres dans les récits? Ça, c'est souvent ce qui est très très important. Et comme de même, on peut pas imposer le rire ni imposer l'émotion. Ça, c'est des choses qui sont... autant on va pouvoir imposer un discours, ce qu'on appelle la propagande, la rhétorique, on va essayer de mettre les choses. Et encore, la rhétorique fait un petit peu appel aussi à l'émotion de temps en temps, mais à la marge. Mais dans une histoire, jamais on peut vous forcer à rire, ni vous forcer à l'émotion. Il faut qu'il y ait une participation, il faut qu'il y ait quelque chose, un accord. Alors, ben, c'est ce qu'on appelle... la suspension de l'incrédulité qui a été déjà identifiée, c'est-à-dire à quel moment, quand on rentre dans une histoire, nous, lecteurs ou spectateurs, on est d'accord pour croire ce qui finalement n'est pas réel, quoi, est une histoire. Donc voilà, ça c'est une question de négociation et ça c'est très important parce que ça irrigue évidemment la façon dont on travaille. L'idée, en gros, si je veux le faire rapidement pour résumer, c'est que raconter une histoire, ce n'est pas raconter des histoires. C'est-à-dire, en fait, storytelling is not bullshitting, quoi, en gros. C'est-à-dire que on peut pas. Généralement, il y a une histoire, il y a une perception du storytelling comme étant une façon de badigeonner la réalité en disant voilà, je raconte une belle histoire et comme ça je fais passer la pilule. Alors que on verra qu'il faut partir d'éléments qui sont de la réalité. Après la réalité elle est ce qu'elle est, mais en tout cas il faut partir de quelque chose d'assez palpable et qu'on ne voilà, c'est pas juste pour badigeonner. Donc l'idée, donc là, c'était pour brosser un peu rapidement l'idée de ce qu'était pour moi le storytelling et l'art du récit. Mais l'important, c'est vrai que il est devenu important. Là, on a parlé de la façon de faire un film, un livre ou une histoire, globalement, même orale. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, c'est devenu un périmètre, c'est rentré dans le périmètre de la communication. C'est devenu un outil de communication, en tout cas un mode de communication. Alors, c'est devenu de plus en plus important pour une raison simple, c'est que aussi l'évolution appelle ça. En gros, on pourrait dire qu'il y a 3 âges de la communication. Comment le storytelling est rentré dans la communication? C'est d'abord, il n'est pas rentré tout de suite. C'est-à-dire qu'au départ, on était plutôt, au tout départ, lorsque, prenons le 19e siècle, à la naissance de la réclame, ce qu'on appelait la réclame à l'époque, avant même la publicité, c'était vraiment
la symbolique. C'est-à-dire que les marques avaient juste besoin de montrer un désir pour elles. Donc c'est l'époque où on se souvient de toutes ces publicités, même avec des panneaux émaillés ou des affiches. C'était notamment des affiches. Et c'est le début de l'industrie. Et là, la réclame a besoin de symbolique. Donc là, on verra qu'il y a toutes ces publicités à l'époque. C'est avec un nom. En général, il y a juste un logo, un nom. Par exemple, pour vendre du savon, on voyait une belle femme avec un aspect un peu art nouveau. Il y avait voilà toutes ces choses qui étaient plutôt de l'ordre de la réclame, mais on était dans le champ du symbolique. Donc là, l'idée, c'était de renvoyer sur du symbole. Ensuite, après-guerre, dans les disons même dans les années 50, l'époque de Mad Men, hein, pour faire vite pour la série Mad Men, on voit que là, la publicité, on est passé de la réclame à la publicité à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, puis avec l'explosion des médias, c'est-à-dire qu'avant c'était juste de l'affichage, et à peine dans les journaux, il y en avait à peine dans les journaux qui étaient naissants, et à partir du moment où on a commencé à avoir des médias, notamment audiovisuels, et puis les magazines, et puis les journaux, là on est rentré dans un discours beaucoup plus structuré, et là on est passé de la symbolique à la rhétorique. C'est-à-dire que là, on est dans des discours qui sont beaucoup plus des discours de preuve. Et l'exemple type, c'est la période de la lessive. Hein, tout le monde s'est moqué là-dessus, s'est moqué de ça, sur les publicités sur la lessive. Pourquoi je lave plus blanc? C'est-à-dire on était dans un domaine de preuve. En fait, au début, c'est le symbole. Deuxième période, c'est la preuve. Et nous, on arrive, après, avec Internet, on arrive dans une explosion des médias, où là, pour le coup, explosion des marques aussi, qui elles-mêmes sont sur des secteurs beaucoup plus mouvants. Avant, on pouvait dire qu'il y avait des secteurs bien déterminés. On avait la voiture, on avait par exemple un magazine, c'était un magazine purement écrit. Aujourd'hui, tout est en train de se mélanger. Apple, où est-ce qu'il est? Apple, il est un peu partout. Toutes les marques aujourd'hui, on le voit, sont un petit peu partout. Tesla, est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est de la technologie? Est-ce que c'est on est sur des choses beaucoup plus mouvantes. Et en plus, nous-mêmes, on est dans une communication complètement explosée, c'est-à-dire notamment avec les réseaux sociaux, avec toutes ces logiques-là. Et c'est là où, aujourd'hui, plus que jamais, le storytelling devient important parce que c'est la clé de voûte de l'ensemble de la communication pour une marque. Donc c'est son récit qui, finalement, va passer notamment par tous les moyens de communication qu'il peut y avoir, que ça soit audiovisuel ou sur le net. Donc c'est devenu, aujourd'hui, une dimension beaucoup plus forte puisque on a besoin, on est passé donc du symbolique, je rappelle, au rhétorique, au storytelling, mais qui en fait, si on regarde bien de façon globale, on voit que finalement chaque étape a intégré l'autre. C'est-à-dire que la rhétorique avait gardé une partie aussi symbolique à chaque fois, par exemple sur les parfums, on voit notamment, ou le luxe, et qu'aujourd'hui c'est un peu la même chose aujourd'hui. Les campagnes de luxe sont aussi avec un très fort développement symbolique. Il y a aussi encore des aspects rhétoriques dans certaines logiques, mais on est passé dans une logique de storytelling. Alors, l'idée ensuite, c'est de se dire, voilà, comment, je parlais tout à l'heure de saut narratif, qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on pourrait appeler une narration d'un discours classique qui serait rhétorique ou informatif. Alors, l'idée, c'est que effectivement, et c'est là où on entrera plus dans les outils, et ça c'est ce qu'on développera lors de la journée, c'est d'abord ce qui constitue d'abord l'ossature d'un récit. Il est généralement de quatre grandes parties, c'est-à-dire quatre grands vecteurs en fait. Hein. D'abord, il y a une technique particulière qui est celle du découpage, c'est-à-dire que on est dans une logique où généralement un récit a déjà un début, un milieu, une fin, mais aussi il se fait par des coupures dans le temps, c'est-à-dire on est dans des séquences, c'est-à-dire l'unité, c'est la séquence, c'est pas obligatoirement la phrase. La phrase dans un discours rhétorique, c'est la phrase où ce sont des parties d'un raisonnement. Là, on n'est pas dans du raisonnement, l'unité, c'est la séquence. Et ça, on verra que c'est assez important parce que chaque séquence vient s'additionner. Et le meilleur exemple, c'est les scénarios. C'est sur le scénario qu'on voit le mieux. Ça s'appelle d'ailleurs séquence, intérieure nuit, telle personne rentre, et ainsi de suite. Et donc, c'est des séquences qui sont fermées et qui en fait crée cette idée de mouvement par une addition de séquences. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui sépare le récit
d'un discours classique, que ce soit rhétorique ou informatif pur, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on donne aussi toujours le cadre. Je disais intérieur nuit, par exemple, on décrit toujours dans quel espace ça se présente. Donc il y a une description, alors ce qu'on appelle évidemment la description. Donc ça, c'est le cadre presque finalement de décor qui lui-même est très important, puisqu'il détermine tout le reste. Donc séquence, décor. Il y a aussi l'idée d'un recours au dialogue, parce que voilà, ce sont et au dialogue, et qui dit dialogue dit personnage, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont eux-mêmes les vecteurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un essai philosophique, dans un film comme par exemple Un jour sans fin, ce sont les personnages qui portent finalement les idées du film. Et on n'est pas sur quelque chose de théorique, c'est incarné à travers des personnages. Et le dernier point, le quatrième point qui est très important aussi, c'est celui du point de vue. C'est-à-dire que là où dans l'information on est dans quelque chose de complètement extérieur et objectif, là il y a toujours un point de vue, mais même si on ne le sait pas, lorsqu'on raconte une histoire, il y a toujours un point de vue. Alors ça peut être, on verra, ça peut être un narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'on se prend pour Dieu, un peu comme chez Balzac par exemple, ou alors, et donc qui sait tout et qui raconte l'histoire d'en haut, ou alors c'est un point de vue d'un des personnages, et donc là tout d'un coup on a une vectorisation par le personnage. Donc c'est ces 4 points, ça c'est les 4 points de la grammaire, disons narrative, et c'est ça qui fait qu'on passe dans une approche narrative. C'est le fait d'avoir recours donc à des séquences, avoir recours à un cadre et donc une vision du monde. Ça, on verra que du coup ce cadre-là, il est choisi, donc c'est une vision du monde. Ensuite, apporter le plus de détails possible aussi dans les dialogues et dans l'approche des personnages. Et puis le point de vue qui vient clôturer tout ça. Donc l'idée, c'est que justement, comment, et ça c'est ce qu'on va voir aussi, on fera un exercice pratique dans la journée, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez un travail d'écriture à faire concrètement à partir d'une contrainte, parce que là pareil, là c'est quelque chose que je vous expliquerai, mais la contrainte est extrêmement importante, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du vertige de la page blanche, c'est parce que justement on n'a pas créé la contrainte qu'il fallait. En fait, alors ça, vous savez tous, surtout comme vous êtes dans les milieux créatifs, vous savez très bien que la création naît des contraintes. Elle naît plus de la contrainte que de la liberté totale. C'est-à-dire laisser liberté totale à quelqu'un, c'est pas lui rendre service s'il veut créer quelque chose. Je pense que c'est la contrainte. Et tout artiste ou créateur, finalement, se crée sa propre contrainte. C'est-à-dire que lui-même a des contraintes pour arriver à un objectif qui se fixe. Et tant qu'il n'a pas ces contraintes-là, c'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est qu'il y aura une contrainte ou un catalyseur, disons, sur lequel chacun, vous allez écrire, en fait, les personnes qui participeront écriront. Et à partir de là, nous, on essaye de voir ce qu'il y a dedans et on en parle et on essaye de voir comment ça peut se construire. Mais la question avant tout, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le saut narratif, c'est que l'idée de la narration, contrairement aux autres modes d'écriture, qui sont généralement un petit peu extérieurs, un petit peu froids, l'idée c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire que finalement, je disais tout à l'heure qu'il faut travailler avec le spectateur, il faut travailler avec celui qui écoute, et ainsi de suite. Ça veut dire que cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit où on n'essaye pas d'asséner quelque chose. D'ailleurs, vous-même, vous le voyez dans des films où on voit trop la thèse, on essaye d'asséner quelque chose, ça pose toujours un petit problème. On essaye au contraire d'aller la chercher vers les autres. Donc l'idée, raconter, c'est pas dire en fait, c'est pas simplement dire, c'est essayer d'abolir ce que j'appelle la distance rhétorique, c'est-à-dire le rapport, ce qu'on appelle un peu le quatrième mur aussi, la distance entre le spectateur et soi, et de créer un lien à travers l'histoire. Donc l'idée, effectivement, c'est un petit peu un terme à la mode, mais c'est l'idée aussi de lâcher prise à un moment donné. Je pense que, et ça, j'en ai parlé dans les vertus de la bêtise, c'est qu'à un moment donné, je pense que la bêtise est plus intéressante dans le récit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas être trop intelligent. D'ailleurs, c'est même Proust qui le disait, qui disait que l'intelligence n'est pas le facteur premier.
dans l'écriture, même si finalement elle vient en deuxième, parce que après il faut évidemment ordonner les choses. Mais la première chose, c'est de ne pas rester maître il faut savoir lâcher prise, et à partir du moment où on raconte une histoire, il y a aussi quelque chose qui fait qu'elle n'est plus à nous, elle doit être partagée. Donc ça, c'est un des points importants dans l'état d'esprit. Et il y en a un autre qui est aussi extrêmement important, c'est celui de ne pas avoir de souci d'être original à tout prix. C'est-à-dire que l'idée, il y a une fausse idée qui est que le récit, c'est obligatoirement, ou l'art d'une manière générale, c'est obligatoirement l'originalité à tout prix. C'est-à-dire trouver l'histoire qui n'a jamais été racontée, la mélodie qui n'a jamais été faite, et ainsi de suite. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, parce que c'est pourquoi on lirait un roman qui a déjà été écrit par quelqu'un d'autre ou aller voir un film. Mais l'idée, c'est que au départ, et c'est là ce qu'on verra dans la formation, c'est que l'idée, c'est que en fait tout a été raconté déjà. Ça, donc c'est pas la peine de s'embêter. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'originalité, elle vient après. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ce qu'on verra très bien, c'est qu'on part d'archétypes. Moi, je compare ces archétypes un peu au cloud, c'est-à-dire qu'on a tous il y a un cloud qui existe dans le monde, qui est celui où on a mis toutes les histoires du monde qu'on a racontées. Et donc, du coup, tout le monde puise là-dedans. Je veux dire, bon, tous les contes, tout le monde les a déjà entendus, donc on puise là-dedans, et on verra qu'il y a quelques archétypes. Donc, je vais vous donner quelques listes, quelques exemples, qui sont ce qu'on appelle des archétypes. Donc, l'idée, c'est que c'est pas tant d'être original à 100%, que plutôt d'être original dans l'agencement de ces archétypes et des séquences dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important dans cet atelier de se lancer dans le bain et de voir ce qu'est le saut narratif, comment on passe dans un mode informatif à un mode narratif, et de le mettre en pratique. Alors, en mode d'emploi, très rapidement, l'idée c'est que c'est un petit peu comme un meuble Ikea. Il y a évidemment des choses à mettre en place, mais après le meuble il peut être complètement différent. Mais d'abord, ce qu'on voit dans une histoire, il faut d'abord créer une rupture dans un continuum. En général, il y a toujours, il était une fois en fait, toute histoire où on a quelque chose d'assez, une normalité, et tout d'un coup, il y a un élément, ce qu'on appelle l'élément déclenchant, qui va venir mettre en place, détruire cet équilibre. Et c'est à partir de là que finalement l'histoire va commencer à se raconter. Donc il y a toujours cet élément déclenchant, et en général c'est une opposition. Et donc ça, on verra que c'est des choses qui viennent comme ça à partir du moment où on crée une rupture. Et c'est là où on fait appel à des archétypes. Et généralement, une histoire, elle trouve son originalité, mais elle va piocher dans des archétypes existants. Par exemple, il y a donc dans toutes les figures des héros, par exemple, qu'on peut avoir, il y a l'histoire, par exemple, de David et Goliath. Comment un petit, et ça notamment dans les entreprises, c'est très important. Par exemple, les entreprises aujourd'hui qui veulent communiquer sur le mode, voilà, nous on est face aux puissants, donc ils jouent les David contre Goliath. C'est quelles sont nos forces face aux puissants. Ça a été le départ, notamment, par exemple, de boîtes comme Apple. C'était ça au départ. C'était contre le gros IBM, le grand géant. Et nous, c'est les petits, l'inventivité dans le garage, et comment on est devenu, comment on va justement disrupter les grands. Uber a fait ça aussi au départ, avant de devenir aussi eux-mêmes des géants. C'était d'abord des David. On peut voir ça avec le Bitcoin. C'est aussi l'histoire qui raconte, c'est de dire voilà, c'est un nouveau monde et ainsi de suite. Et puis Netflix, c'est évident aussi, contre le côté Hollywood. Alors après, David et Goliath, c'est un des exemples. Il y a aussi le côté Robin des Bois, il y a aussi le côté Seul contre tous, il y a le côté franc-tireur qu'on peut avoir, qu'on peut raconter. Il y a aussi à chaque fois aussi des thématique. Alors ça, c'est quelqu'un qui disait que de toute façon toute histoire est ou une Odyssée ou une Iliade, c'est-à-dire Odyssée, c'est-à-dire un mouvement vers quelque chose, ou l'Iliade, comme on le sait avec la guerre de Troie, c'est plutôt quelque chose de fermé, comme un huis clos. Donc l'idée, en tout cas de plus figé. Donc à chaque fois, on a évidemment des archétypes sur lesquels on va s'inscrire, on va les prendre comme effet de levier, et ensuite les agencer,
Mais c'est là où, comme dans la musique, ben voilà, il y a des notes préexistantes, mais nous après, c'est comment on les met en forme, avec notamment, alors là, des effets de surprise, ce qu'on appelle l'ironie dramatique, on en parlera un petit peu aussi, la connivence, l'humour, la peur et l'émotion, quoi. Et aussi, très important, comme on disait tout à l'heure, c'est jamais des idées. Donc comment on peut, par exemple, concrétiser une idée généralement par un objet. Alors ce que justement Hitchcock appelait le MacGuffin. C'est-à-dire un objet qui cristallise, par exemple, alors un trésor, par exemple, c'en est un. Par exemple, le trésor où tout le monde se bat, le Graal. Le Graal, c'est typiquement quelque chose qui est une idée conceptuelle qui est devenue un objet, en fait. Donc l'idée aussi, avec la simplification, ça on verra qu'aussi que le récit c'est l'art de la simplification en fait. Hein, il travaille beaucoup plus par ellipse que par ajout. Hein, donc à la limite il y a plus la peur de la page trop pleine que de la page blanche. Et toujours trouver le bon niveau de style et la bonne distance de tonalité, ça c'est aussi très important. Et on verra que voilà, il y a aussi chaque histoire amène une sorte de parcours en soi qui est un peu révélé en soi, c'est-à-dire que cette structure en 3 actes où je parlais de l'événement déclencheur, la montée en puissance, le climax où là il y a une tension vraiment extrême et ensuite un dénouement. Alors le dénouement c'est le nœud, hein, puisque le nœud se crée au début. Pourquoi on dit dénouement? C'est parce que le nœud se défait à la fin. Et comment on arrive à créer quelque chose d'assez organique, en général avec une fin et un début qui se répondent. Alors voilà, ça c'était pour donner des grands cadres, avec quand même une idée que, alors ça se passe sur une journée, donc voilà, évidemment en une journée on n'a pas le temps de tout voir, mais l'idée, donc c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler saut narratif, c'est pour donner l'envie comme un starting block, mais l'idée, il faut surtout savoir que écrire, c'est réécrire. C'est les Américains qui disent ça, qui ont vraiment ce motto en tête qui est que writing is rewriting, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours en réécrivant. C'est-à-dire le premier jet est très très important parce qu'il permet de dessiner une sorte de, c'est un peu comme les statues en fait. On a un bloc de marbre et ensuite on l'affine parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Et le premier jet en fait n'existe jamais, même s'il donne l'impression de fluidité, c'est parce que c'est le fruit d'un travail et c'est ce qui se passe avec le récit. Alors, voilà le principe. Pour conclure sur le storytelling, donc cette journée-là, on parlera au départ un petit peu des enjeux donc du récit. Ensuite, on fera un travail de workshop et de travail où chacun se mettra à écrire, et ensuite on le débriefera ensemble pour voir les ressorts qu'il y a, comment on peut les améliorer, et puis ensuite on parlera dans l'après-midi, dans la fin de la journée, donner des boîtes à outils, donner un petit peu un guideline de comment partir sur un storytelling appliqué par exemple à l'entreprise, hein, c'est-à-dire comment on peut justement passer du récit classique à celui qui est dans l'entreprise, et notamment comment ça peut se développer à la fois dans les réseaux sociaux, mais aussi avec des outils comme le manifeste. Et donc là, je vais passer à la deuxième partie qui concerne le manifeste. On fait les questions maintenant ou on passe directement en fait ? Non, Paul, il n'y a pas de souci. En fait, je me suis pas permise de t'interrompre parce que voilà, les questions se font à la fin de la présentation. On préfère que voilà, tu utilises vraiment ces deux thématiques comme elles sont complémentaires. Complètement. Voilà, autant continuer à présenter, et voilà, c'est l'occasion aussi peut-être de nouveau rappeler aux participants voilà qu'il y a un chat disponible dans cette application, et donc on vous invite à notifier vos commentaires ou vos questions parce que vous allez on va sélectionner vos questions à la fin pour pouvoir les poser oralement à Paul Vaca. Merci beaucoup, Paul. Merci. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième partie, donc ça sera pour la deuxième journée qui concerne donc le manifeste. Alors le manifeste, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est à la fois quelque chose d'assez ancien, mais qui s'est un peu réinventé. C'est un peu le vinyle, je dirais, de la communication, c'est-à-dire que c'est un outil ancien qui s'est réinventé, qui a trouvé une nouvelle logique, une nouvelle application, je dirais, aujourd'hui dans la communication. Alors, on va voir en quoi c'est un outil qui est intéressant parce qu'il a beaucoup d'avantages.
On verra aussi concrètement comment ça se présente, mais globalement, les manifestes, on va aussi parler historiquement d'où est-ce que ça vient. Mais l'idée, c'est d'abord, c'est un outil qui a beaucoup d'avantages parce que il permet c'est un outil de réinvention, justement, parce qu'on est dans une période elle-même qui nécessite, et ça, c'est d'autant plus vrai de ce qu'on vient de traverser récemment et qu'on traverse encore d'ailleurs par rapport au Covid. C'est vrai que la notion de réinvention est tout à fait adaptée au manifeste parce que évidemment le manifeste c'est cette notion de réinvention, et donc du coup c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il peut servir à tout type d'entreprise, que ce soit une entreprise du secteur culturel, mais une entreprise aussi bien une start-up, mais aussi bien une industrie automobile, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qui est adapté à tout type d'entreprise, et notamment de toute taille, parce que ça peut être aussi bien, comme je disais, une très très grande entreprise, mais j'ai eu l'occasion d'en faire par exemple pour Sanofi, donc c'est une très très grande entreprise, et ça peut être aussi bien pour la petite start-up, une start-up même qui vient de démarrer, parce que justement, le manifeste, contrairement à ce qu'on croit, et ça on va le développer là rapidement, mais l'idée c'est que ce ne sont pas simplement, c'est pas simplement parler du passé, parler des valeurs, ça a justement une vertu d'aller vers le futur et de donner un récit vers le futur. Et on va voir en quoi c'est lié justement au storytelling. Ensuite, c'est un outil 360 degrés, ça aussi très important, très adapté aujourd'hui, c'est-à-dire 360 degrés, c'est-à-dire il n'a pas de cible particulière. C'est-à-dire autant on peut dire qu'il y a des canaux qui existent, même si c'est de moins en moins vrai, parce qu'on sait que maintenant un discours interne, par exemple, se retrouve tout de suite sur la place publique via les réseaux sociaux. Avant, on avait vraiment la communication interne, la communication externe, on avait la communication client, la communication B2B. Bon, maintenant, tout ça se mélange, et justement, le manifeste, c'est la clé de voûte de tout ça, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui parle, et elle parle du coup à tous ses publics. Et c'est-à-dire tous les publics peuvent s'y retrouver, c'est quelque chose, donc, comme vraiment la clé de voûte en architecture, c'est ce qui tient l'ensemble de tous les types de communication, et il a vertu à être 360 dans son approche, puisque il parle de l'entreprise d'une manière générale, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, aussi bien aux clients qu'aux prospects, aussi bien à ceux qui sont aux partenaires, par exemple, ça c'est très très important, et à tous ceux qui veulent même les rejoindre. C'est-à-dire que souvent, ça sert aussi d'outil pour les DRH, ou alors effectivement à tout ce qui est positionnement dans la cité, quoi. Ça, on va voir aussi que c'est très important. Et c'est aussi alors adapté aussi au format, parce que c'est un format très court, on va voir, c'est un format d'une page, vous connaissez un peu le principe du manifeste, et c'est un outil qui s'adapte très très bien sur les réseaux sociaux, qui peut être aussi bien en version écrite, simplement écrite, ou alors en animatique. Mais c'est vrai que, alors il faut reconnaître que le manifeste a quand même, la base c'est quand même l'écrit, c'est-à-dire c'est aussi quelque chose de déclaratif. On va voir que ça a un lien avec le côté performatif, et que l'écrit est quand même à la base de tout ça. Avant même d'être, ça peut être après mis en film, mis en animatique, mis en vidéo, mais l'idée c'est qu'à la base il y a quand même quelque chose d'écrit. Et alors ça s'adapte, en dernier point, très très important, parce que justement, comme je le rappelais tout à l'heure, on est quand même dans une quête de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une quête de sens dans les deux acceptions même, c'est-à-dire de sens, c'est-à-dire de signification. On essaie de trouver des significations, et ça, le manifeste y répond, parce qu'il répond à cette question du sens. Mais aussi, on est en perte de sens, de direction, c'est-à-dire que l'idée, c'est que où on va et comment on y va. Et donc, du coup, le manifeste, pour dire les choses concrètement, c'est l'outil qui permet justement de dire où on va et pourquoi on y va, en fait, et quel est le sens du sens qu'on va prendre, quoi, en fait, de la direction qu'on va prendre. Donc, quelle est la signification de la direction qu'on va prendre. Et donc, c'est effectivement un outil qui est... alors, il a une partie narrative, on va voir, c'est pour ça que c'est aussi sous le chapeau, finalement, storytelling, mais il est vraiment une sorte d'alchimie entre la philosophie, donc la philosophie de l'entreprise, et l'action, et donc le récit. C'est-à-dire qu'il est à la fois rhétorique et narratif. Donc voilà.
Ça, c'est pour poser les bases. Mais c'est vrai que vous l'aurez compris, c'est vrai que le manifeste, avant d'être utilisé à des fins aujourd'hui de communication ou corporate, disons plus largement, ou de positionnement pour une entreprise, par rapport à sa raison d'être, par exemple, c'est avant tout un outil qui puise son historique, son ADN, vient finalement des manifestes artistiques. C'était d'abord, avant tout, manifeste artistique ou politique. D'ailleurs, la définition, si on prend celle de Wikipédia, c'est une déclaration écrite. Donc déclaration, ça dit bien le côté déclaratif d'un manifeste, prise de parole en fait, écrite, parce que effectivement la base de l'écrit est très importante, même si c'est en vidéo, il y a quelque chose de l'ordre de l'écrit, du pérenne, de quelque chose dans cet esprit-là, écrit et public. Donc l'idée publique, c'est un peu orbi et torbi, c'est-à-dire on parle à la fois pour l'interne mais aussi pour l'externe, et on parle vraiment pour tout le monde, par laquelle, alors, un gouvernement, une personne ou un parti politique, ou un courant artistique, donc ça, c'était la définition du manifeste, mais là aujourd'hui on peut rajouter, ou une institution, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai oublié de dire, mais c'est à la fois, ça peut aussi bien être pour une ONG, une institution publique, ou une association artistique. Donc le manifeste, c'est pas seulement les entreprises. On peut très bien le faire pour un projet culturel, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement adapté à ce genre de choses-là. Et avec, alors, qui expose, donc alors déclaration écrite et publique, par laquelle un gouvernement, une personne, un parti politique ou un courant artistique, ou une institution ou une entreprise, expose, donc expose c'est bien ça, mais à l'ouverture de tous, un programme d'action. Donc là, on voit bien la notion dont je vous parlais d'action. Ou une position, moi je dirais ou et plutôt, même inclusif, c'est-à-dire une position aussi, c'est-à-dire une position, un programme d'action, le plus souvent politique ou esthétique. Et nous, on verra que là, pour le coup, ça c'est donc la définition de Wikipédia, nous on verra que pour le coup, c'est à la fois politique, esthétique, et sociétal. C'est plutôt la notion même sociétale qui est très importante parce que c'est le socle sur lequel s'inscrit le manifeste. Alors, à la base, évidemment, il y a tous les mouvements esthétiques et politiques. Bon, moi j'aime citer quand même un des premiers manifestes qui, pour moi, résume extrêmement bien les vertus du manifeste. C'est le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels qui, finalement, quelle était sa volonté avant de voir comme un acte politique? En fait, c'est avant tout un récit. Alors ça vaut la peine d'ailleurs. J'invite ceux qui sont là à le lire parce qu'on se fait souvent une mauvaise idée. On a l'impression, alors on pense au Capital. Le Capital, c'est vraiment justement quelque chose de théorique. L'idée du manifeste du Parti communiste, l'idée qu'ont eu Marx et Engels, c'était plutôt, au contraire, là il y a vraiment très très peu de théorie en fait. Il y en a même pas en fait. C'est une histoire, c'est le récit. Et à l'époque, il faut resituer vite fait dans le contexte, mais à l'époque, donc on est au milieu du 19e siècle, il existe déjà des groupuscules qui veulent mettre à bas le capitalisme naissant et l'industrialisation et comment dire la marche de l'argent et du pouvoir. Et l'idée, c'est que il leur manquait quelque chose, un vecteur d'engagement. Et en fait, ils n'ont pas inventé le communisme. Le communisme existait déjà, mais il était très dispersé. Alors il y avait les saint-simonistes, il y avait Proudhon, il y avait tout un tas d'écrits théoriques autour de ça, mais il n'y avait pas une sorte d'élan générateur et fédérateur finalement. Et cette histoire-là, donc en fait, c'est une histoire parce que ça raconte le futur, ça raconte comment la marche finalement du prolétariat va devenir prépondérante. Et ça commence par effectivement un coup de cymbale très très fort en disant un spectre hante l'Europe, c'est le communisme, donc pour faire peur, qui fait peur aux bourgeois, donc la prise de pouvoir au fur et à mesure par le nombre et par les moyens de production du prolétariat naissant. Et l'idée, c'était un très très fort vecteur d'association des gens. Et du coup, ils sont plus projetés, parce qu'autant le Capital, personne ne le lisait, ça a servi d'outillage théorique, mais le manifeste du Parti communiste, non seulement il était court, mais il était effectivement très très emballant d'un point de vue récit. Et donc l'important
Et il remplit à ce titre-là la fonction vraiment d'un manifeste, c'est qu'il donne à voir le futur. Alors le futur, c'est à peu près passé comme il a dit. Bon, après il y a eu quelques changements de direction, puisque là, ça se termine à la fin prolétaire de tous les pays, unissez-vous. On voit aussi qu'aujourd'hui on a toujours ce problème-là, c'est toujours ce problème d'unité, mais en tout cas il a donné cette dimension. Donc ça, moi je trouve que c'est un exemple extrêmement fort de ce qu'on peut attendre d'un manifeste, c'est-à-dire celui de donner une voix. Et du coup, le récit qu'on donne à voir, c'est celui d'un futur dans lequel on peut s'engager. Et l'entreprise, c'est très important qu'elle ait aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sa philosophie se fait en action. Du coup, il y a aussi, on a parlé aussi des manifestes artistique. Donc notamment, donc là on est plutôt au tournant du siècle avec le futurisme par exemple, ce sont des mouvements littéraires et artistiques qui rejettent la tradition. Donc en général, c'est effectivement, je parlais de réinvention, souvent c'est même une tabula rasa, c'est essayer de dire que maintenant voilà, ça va être complètement différemment, on réinvente le futur. Donc le futurisme qui a dit que voilà, la civilisation urbaine, il fallait la prendre comme justement quelque chose de très très bon. Il fallait aller dans l'ère des machines et la vitesse. Ils en ont fait tout un axe artistique. Il y a eu le surréalisme en 1924 avec André Breton qui parlait du conflit entre le rêve et la réalité, mais que justement il fallait faire des ponts entre le rêve et la réalité, que la réalité était surréelle. Bon, il y a Dada aussi avant, même en 1916, qui lui, pareil, veut mettre tout à plat. Donc l'idée, c'est qu'il y a aussi toujours une écriture du futur, et l'important donc dans le manifeste, c'est d'écrire le futur de l'entreprise. Il n'est pas de dire, alors contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est que le manifeste, on pense que c'est souvent les tables de la loi, c'est-à-dire par exemple pour une entreprise de luxe, c'est depuis 1754, nous faisons les meilleurs, nanana, et donc en fait, le manifeste n'est pas tourné vers le passé, il n'est surtout pas, même s'il l'utilise, on verra, bon, ça utilise le passé, mais pour le redéfinir et réinventer. Donc c'est vraiment un outil de réinvention au sens propre. Donc du coup, les manifestes de marque, il y en a eu pas mal, donc depuis les années 60, c'était pareil, dans les années 60, je sais que ça soit Ford ou Chrysler, je crois, avait fait un manifeste qui était assez connu. Ensuite, il y a eu toutes les marques qui en ont fait, donc que ça soit, alors de façon de façon explicite ou pas, parce que de temps en temps, le manifeste n'est pas obligatoirement formalisé, mais il existe en tant que, en interne par exemple, il existe comme une sorte de discours commun. Par exemple, bon, chez Nike, il y a eu des manifestes, ça on peut les voir en ligne. Hein. Apple a fait aussi un manifeste, d'ailleurs le lancement du Mac est une sorte de manifeste aussi, ça s'appelle 1984, d'ailleurs c'est sorti en 1984, et il fait un parallèle avec Orwell, et donc du coup c'est un petit peu un manifeste pour la liberté en fait. À l'époque, ça vaut la peine de le voir parce que il y a toutes les traces aussi d'un manifeste. Et donc c'est un outil qui peut être pour toutes les entreprises aujourd'hui, et notamment lorsque je disais bon voilà, c'est toutes les entreprises de la culture jusqu'à même n'importe quel, même un supermarché, je veux dire c'est un hypermarché où peut avoir cette logique de manifeste. Et alors évidemment, avec la nouvelle économie, ça prend un tour un peu plus important, puisque comme on le sait, avec la nouvelle économie, c'est le futur qui a pris beaucoup plus d'importance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant le présent qui est en train de se faire, mais c'est vers où on veut aller. Et donc toute la valorisation aujourd'hui se fait autour de ça. Mais c'est aussi vrai pour toutes les entreprises qui essayent d'embarquer les gens dans leur raison d'être en fait, et elle doit se faire par le manifeste. Et aujourd'hui, je le rappelais, cette nécessité aujourd'hui presque absolue de se réinventer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit au niveau de la culture, c'est absolument évident, dans tous les milieux créatifs, et c'est la nécessité de se réinventer, de se dire mais quelle est notre nouvelle fonction. C'est au contraire d'enfoncer le clou pour dire que plus que jamais, il y a besoin de ça. Et le manifeste est là pour justement donner cette armature, j'ai envie de dire d'espoir même, en tout cas de dynamique vers le futur. Alors,
Comme je disais, alors justement, c'est un outil qui n'est pas statique sur les valeurs, c'est-à-dire c'est pas l'étape de la loi pour dire les choses rapidement, c'est-à-dire c'est pas tu ne tueras pas, tu ne feras ça. C'est au contraire, c'est quelque chose qui est complètement ouvert dans la dynamique. Alors si on peut le comparer, c'est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on est plutôt dans l'esprit que dans la lettre, simplement. Il y a un aspect aussi narratif, je vous le disais, c'est-à-dire que là, pour le coup, comme je le disais pour le manifeste du Parti communiste, il y a quelque chose qui embarque tout le monde parce que c'est vraiment un récit où on raconte le devant. Et aussi, c'est quelque chose d'assez simple finalement, même si philosophiquement ça peut être assez fort. C'est quelque chose d'assez simple dans ce sens que, en gros, c'est un peu votre grand-mère, toute grand-mère devrait pouvoir comprendre ce que vous faites quand elle lit un manifeste. En gros, elle doit comprendre ce que fait l'entreprise lorsqu'on lit le manifeste. Et comme je l'ai dit, donc c'est comme c'est à destination de tout le monde, des clients, des prospects, des employés, des nouveaux venus, de la concurrence et même de la concurrence. C'est très important de voir ça. Donc alors, je voulais vous montrer quand même, mais c'est pour donner juste un exemple, la manière dont ça se présente. Là, j'ai quelques manifestes que j'ai pu faire moi-même. Donc du coup, voilà, ça tient sur une page. Là, c'est écrit gros, c'est sur une page A3. Mais l'idée, c'est justement de travailler sur un discours qui est à la fois narratif. Alors là, si on voulait prendre l'exemple, si on a le temps, c'est vrai que là, c'était pour quelqu'un qui a qui vend de la papeterie de luxe. Hein, j'ai eu l'occasion de les approcher. Et l'idée, c'est il y a toujours une première partie où on part du contexte. Alors, ce qui est très important, ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'aspect sociétal, c'est-à-dire contrairement à une publicité qui a quelque chose à vendre, là, c'est au contraire, c'est plutôt exprimer en quoi l'entreprise, donc on parlait de raison d'être, en quoi l'entreprise répond à un besoin sociétal aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est la raison sociétale, en fait, qu'on doit expliquer et mettre en musique et mettre en dynamique plutôt. Donc du coup, ça commence souvent par là, en l'occurrence, c'est dans un monde de plus en plus digitalisé, où les relations deviennent de plus en plus virtuelles, où les conversations s'uniformisent et s'effacent en temps réel. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on est, et tout le monde aura reconnu notre hyperconnexion, le monde de l'hyperconnexion. Armorial, donc qui est l'entreprise, propose à chacun de vivre une expérience unique. Donc l'idée, c'est de présenter le décor. Ensuite, quelle est l'expérience? Qu'est-ce qu'on raconte? Ce que c'est. Donc là, en l'occurrence, et c'est là où je disais il y a un aspect aussi concret par rapport à ça, c'est que c'est par exemple découvrir les papiers aux grains délicats et aux nuances subtiles, les gravures personnalisées, les cahiers et les carnets en cuir précieux et intime, ainsi que tous les accessoires inventifs et raffinés pour la vie professionnelle ou personnelle. Là, on cadre quel est finalement, alors on appellera ça le know-how ou ce que fait le métier et ce que fait l'entreprise. Et donc, c'est ça, c'est découvrir des papiers délicats et donc pour la vie professionnelle et personnelle comme une découverte de soi. L'idée, c'est de donner justement quelle est l'ambition de la marque et des autres, comme une découverte de soi et des autres, car écrire, et c'est là où on passe dans une autre phase aussi, et qui est celle de la philosophie, car écrire, correspondre ou offrir, qui sont les trois façons dont on peut utiliser la marque, c'est exprimer sa personnalité profonde, tout en donnant vie au plus beau réseau social qui soit, authentique, respectueux et raffiné. Donc là, c'est comme quoi l'écrit donne, alors là, vous avez vu que je parle de réseau social, donc on parle de réseau social, donc c'est l'idée que faire un parallèle avec le réseau social numérique, et ça, c'est le réseau social analogique, si on peut dire. Car depuis 1890, alors c'est là où on peut rappeler justement le passé, notre savoir-faire, c'est le savoir-vivre. L'idée que justement le papier, le partage, c'est le savoir-vivre. Et depuis, nous voulons que jour après jour, et donc ça c'est pour ça que c'est vers le futur, nous voulons que jour après jour, tous nos objets permettent à chacun de révéler le meilleur de soi. L'idée, c'est que la correspondance, le travail du carnet intime, le travail des papiers de correspondance, mais des cartes de visite aussi, c'est tout ce que fait Armorial, puisse être à la fois révéler le meilleur de soi, pour soi et pour les autres, parce qu'on est justement dans l'ouverture aux autres. Armorial,
Paris, exprimer le meilleur de soi. Donc l'idée, c'est de donner une direction, et on voit bien que, si vous voulez, ce que la peur qu'avait l'entreprise, c'est d'être vu comme quelque chose de totalement déconnecté vers le passé, c'est-à-dire de dire mais qui utilise encore ça, alors que là on montre justement, l'idée c'était de montrer que ça s'inscrit justement dans un monde digitalisé. On a de plus en plus besoin de rapports charnels et et concret. Et donc du coup, c'est justement, alors ça, c'est ce qu'on a pu développer ici avec Technocité et notamment Delphine Génard. C'est elle qui a chapeauté tout ça, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'analogique 2.0, c'est-à-dire que l'idée que justement le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde extrêmement digitalisé, le fait de créer du papier et de donner cette fonction au papier, c'est justement trouver un équilibre nouveau, et on en a de plus en plus besoin finalement. Donc du coup, au lieu d'être dans une phase défensive où tout le monde en interne se disait mais on est en train de mourir au fur et à mesure, on n'a plus d'actualité, l'idée du manifeste c'était de redonner une fonction, de réexprimer plutôt, ou de réinventer la fonction, de la réexprimer plus exactement vers le futur, c'est-à-dire de dire justement n'ayez pas peur, ne vous dites pas à chaque jour qui passe les gens sont de plus en plus dans les réseaux. Au contraire, l'idée c'est que plus ils sont sur les réseaux, plus ils ont besoin en contrepartie de travailler ce qui est de l'ordre du contact concret. Et donc du coup ça on l'a vu évidemment, par exemple on l'a vu pour le vinyle, on l'a vu pour le livre, on l'a vu pour beaucoup de choses où finalement l'ultra-digitalisation fait qu'on arrive à des... il y a même, alors là on n'a pas le temps mais ça je le montre aussi, il y a même un manifeste qui s'appelle The Typewriter, ça je ne l'ai pas fait et là j'aurais bien voulu, The Typewriter Manifesto, qui est justement un manifeste pour la machine à écrire. Alors je le présente aussi, c'est extrêmement bien fait. En quoi c'est justement un manifeste qui valorise la machine à écrire, alors qu'aujourd'hui, évidemment avec les traitements de texte, avec l'interaction numérique, on se dit mais la machine à écrire n'a plus du tout sa raison d'être. Et là, effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est au contraire une affirmation. Et donc on a cet aspect à la fois affirmation et prise en compte de ce qu'est le futur pour l'entreprise. Alors, l'objectif, c'est de mettre le verbe en action. Alors, si on peut dire quels sont les avantages dans un manifeste, c'est que c'est à la fois performatif, c'est-à-dire que c'est justement la parole donne de l'action, c'est prospectif parce que justement voir, c'est prévoir en fait, et c'est participatif dans ce sens qu'on donne un chemin à chacun. Par exemple, là, pour Armorial, c'est un chemin en interne en disant non, mais ne dites pas que vous êtes passéiste. Au contraire, montrez en quoi, justement, quand vous parlez à des clients, que c'est quelque chose qui, justement, développe un réseau social autre que celui qu'il peut avoir. Et donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui mêle l'idée philosophique. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir fait un travail auparavant pour bien comprendre la raison d'être de l'entreprise, qui l'inclut dans le contexte sociétal, et donc c'est plutôt une réponse. Et donc c'est le contraire de la publicité, c'est plutôt de dire je vais vous vendre ça parce que vous en avez besoin. Non, c'est le contraire, c'est l'entreprise en quoi elle répond à quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement sa fonction commerciale, c'est la fonction sociétale. Donc il y a à la fois l'idée philosophique et l'action par le récit qu'on met en avant. Et enfin, ça a évidemment une vertu d'être court, c'est-à-dire que vous avez vu là, c'est sûr, il faut vraiment résumer, c'est sur une page, idéalement, ou 2 pages, ça peut être, mais idéalement c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est surtout sortir du principe qui est les 101 propositions, où je vous donne toutes les propositions, tous nos plus, et on sort de la logique PowerPoint, si vous voulez. C'est pas l'idée d'additionner, c'est l'idée de fusionner et de faire quelque chose qui ouvre et qui peut parler à tout le monde. Et en dernier point, ce qui est très important quand même, c'est que ça reste toujours un outil qui quand même garde quelque chose de l'ordre du politique et surtout de l'esthétique, c'est qu'il y a une certaine écriture qui correspond aussi, une scansion, quelque chose qui va dans le sens de comment dire, alors c'est pas de la poésie, mais on peut être pas loin de ça, puisque il y a aussi un facteur émotionnel, il y a un côté émotionnel à faire passer, et il y a une prise en compte esthétique de ce qu'on fait. Alors,
Après, on verra ça dans la journée. Je donne aussi des moyens méthodologiques, comment on y arrive, c'est-à-dire quel est le travail qu'il faut faire en amont, parce qu'avant d'écrire ça, évidemment, il y a un travail à faire en amont, que ça soit pour le manifeste qu'on fait pour soi, ou si on le fait pour une entreprise extérieure. Comment on fait, comment on interroge, comment on va chercher justement cette raison d'être et on part d'une plateforme. Comment aussi on essaye d'analyser le contexte sociétal, quel est le contexte dans lequel on s'inscrit. Et aussi la concurrence, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous-mêmes avons une spécificité et qu'on va mettre en avant une tonalité, parce que c'est vrai que d'un côté, si on devait faire le manifeste, par exemple, pour Mercedes ou pour Volvo, ce serait pas du tout le même. Même si les voitures, peu importe les voitures, mais on voit très bien qu'il y a deux philosophies qui sont extrêmement différentes. Elles n'auraient pas du tout, ou Tesla encore, un troisième, on n'aurait pas du tout, et pourtant ils sont sur le même secteur a priori. Donc chacun a vraiment son chemin particulier, et c'est cette vision qu'il faut faire ressortir. Donc là, il y a des outils méthodologiques aussi, comment on fait, et l'avantage, c'est qu'on pourra voir aussi pendant ce travail, ce que je fais, c'est souvent on peut partir même de cas concrets, de personnes qui sont confrontées à devoir rédiger un manifeste pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, et comment on peut le mettre en place. Voilà, j'espère que c'était pas trop large, mais c'est bon, j'ai essayé de condenser ce qu'on essaie de voir sur quelques heures en fait. Parfait, merci beaucoup Paul. Un tout grand merci pour ce teasing de notre formation Artec qui donc, je rappelle les dates, se déroulera à Mons les 5 et 6 octobre prochains. Alors à Mons, ce n'est pas à Technocité même, mais vous verrez donc sur la fiche formation sur notre site internet. À Mons, les 5 et 6 octobre, ce seront donc dans les bâtiments des anciens abattoirs, en partenariat donc avec le pôle muséal de la ville de Mons. Et le 12 et 13 octobre prochain, là c'est à l'e-campus à la Tournai, donc l'e-campus de Froyenne pour une présence sur Tournai. Voilà, je remercie. Vanessa, juste pour dire, il y a un jour qui est dédié au storytelling et un autre jour qui est, par exemple, le 12, c'est le storytelling et le jour d'après, c'est le manifeste. Mais ils sont pas, alors on peut suivre les deux évidemment parce qu'ils sont pas redondants, mais on peut suivre. Alors, idéalement, c'est de suivre les deux dans l'ordre, mais si vraiment c'est pas possible, celui sur le manifeste, même si on l'a appelé de niveau 2, il peut très bien être suivi indépendamment. Et tout l'implicite sera donné dedans, de toute façon. Oui, parfait. Paul, merci en tout cas pour cette remarque qui est tout à fait judicieuse. C'est une formation en 2 temps avec le storytelling au départ et le manifeste pour aller plus loin dès la 2e journée qui est proposée. Alors Paul, je pense qu'au niveau du concept, on a bien compris. J'imagine qu'on a hâte de pouvoir y participer. Donc sachez qu'il reste encore pas mal de places de disponibles, mais les places sont limitées. Nous sommes à 12 personnes maximum par atelier, donc je vous invite à vous rendre sur le site internet de technocité.be et d'aller dans le menu Digistorm Workshop Artec et vous choisissez l'image sur le storytelling et le manifeste pour vous y inscrire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également nous joindre à l'adresse mail vanessa@technocité.be. Un grand merci. Je n'ai pas de questions de la part de la communauté, Paul, c'est pourquoi je me permettais de faire la promotion de nos formations. Et je tiens également encore à te remercier pour cette collaboration déjà depuis 2019 ensemble pour Artec et également avec l'Analogique 2.0 avec notre collaboratrice Delphine. Voilà, encore de belles perspectives de collaboration à venir. Et le manifeste, c'est tout nouveau, ça c'est cette année seulement. Voilà, c'est une nouveauté 2020. Merci à tous, merci beaucoup Paul et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. À très vite, merci. Au revoir. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали.
Раз,